Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous tombez sur cet enregistrement, c'est que... je suis probablement mort. C'est de ma faute aussi, j'ai décidé de rester. Donc forcément qu'elle allait venir me chercher tôt ou tard. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite par contre. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon œuvre est quasi terminée. Il ne me reste plus qu'un dernier sujet à boucler. Mais comme je ne suis plus en sécurité chez moi depuis quelque temps, j'ai essayé d'être le plus concis possible pour ce dernier chapitre. Même si ça veut dire en réalité que je m'apprête à enfoncer le tout dernier clou dans mon cerveau malade. Bien, chers spectateurs, chers amis, faites ce que bon vous semble de cet enregistrement. Mais je vous conseille de tout de même rembobiner depuis le début. Mais le temps presse. Je dois boucler ce foutu sujet et m'en aller avant qu'il ne soit trop tard. Ça y est, nous y sommes enfin. Le dernier chapitre de notre iceberg, un endroit sombre où peu de gens se sont aventurés. Un endroit où il sera impossible pour vous d'exprimer le moindre regret. Un lieu lugubre et froid où les artistes torturés ont fait parler l'animation dans sa forme la plus brutale, marquant à jamais nos esprits au fer rouge. Il ne me reste que très peu de temps maintenant. Merci d'avoir été à mes côtés jusqu'à ce jour. Clôturons une bonne fois pour toutes cet iceberg des traumas dans l'animation avec cette 5e partie. Pour les quelques-uns qui restent encore, laissons-nous sombrer une dernière fois. Les abysses. Je pense en toute honnêteté que vous ne serez pas familier avec les œuvres que je vais vous présenter. On peut noter des exceptions avec certains animés dont on a beaucoup entendu parler, mais pour le reste, il ne tient qu'à vous de le découvrir. On note d'ailleurs de plus en plus d'œuvres japonaises dans le lot. Ils sont assez forts pour retranscrire l'horreur, mais ils possèdent également certaines mœurs qui, pour nous occidentaux, sont tout bonnement inconcevables. Mais d'abord, commençons par une œuvre faisant écho à toutes celles que j'ai déjà abordées en référence avec la guerre et la bombe nucléaire. Comme le tombeau des Lucioles, retournons au Japon pour un événement se déroulant seulement quelques jours après la mort de nos 2 enfants. L'impact des 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Et on va se centrer plus précisément sur celle de Hiroshima avec notre premier sujet. Jen d'Hiroshima. Jen d'Hiroshima est un long métrage d'animation japonais sorti en 83, adapté du manga autobiographique de Kenji Nakazawa, lui-même survivant de la catastrophe d'Hiroshima. Le film suit Jen Nakaoka, un petit garçon de 6 ans, vivant à Hiroshima avec sa famille dans les années 40. Alors que la guerre touche à sa fin, Jen essaie de survivre dans une ville affamée, épuisée par les bombardements et la pauvreté. Si vous avez suivi le tombeau des Lucioles, il n'est effectivement pas rare à cette époque de croiser des enfants japonais dont les parents sont soit partis à la guerre, soit sont morts dans des bombardements américains. Mais là, il s'agit d'une chose dépassant tout ce que l'humanité n'a jamais connu de plus brutal et injuste. Le 6 août 1945, la bombe atomique est larguée sur Hiroshima. Ce qui suit est l'un des passages les plus choquants de l'histoire du cinéma d'animation. La destruction instantanée de la ville, les corps calcinés, les survivants défigurés, les cris de douleur. Jen devient témoin et victime de l'apocalypse nucléaire, une arme d'une toute nouvelle envergure. Le film raconte ensuite la survie de Jen dans ce paysage d'horreur marqué par la perte, la maladie, la faim et l'effondrement moral et physique de la société. Oui, parce que s'ajoute à ça la 2e bombe, sinon ça ne serait pas drôle. Après, l'aspect historique plus large du conflit, y compris la 2e bombe lâchée sur Nagasaki et la reddition du Japon, tout ça, ça reste hors du champ du film. Là, on se concentre surtout sur la première. L'animation en 2D traditionnelle, au style parfois simple ou naïf, accentue le contraste avec la violence des images. Et là où le tombeau des Lucioles est plus intimiste, poétique et symbolique, Jen d'Hiroshima s'avère être plus direct et surtout engagé. C'est l'un des premiers films d'animation à représenter directement la bombe atomique avec autant de réalisme et de violence. Il s'inscrit dans une démarche mémorielle comme un cri de protestation contre la guerre et l'absurdité des armes nucléaires.
Et le film réussit son pari. Les images sont fortes, malgré un style enfantin propre au manga tout public des années 80. La frame de l'impact et tout ce qui s'ensuit constitue un véritable cauchemar ancré en nous, totalement impuissant face à l'horreur très crue et réaliste de la scène. On ne peut qu'imaginer ce qu'a dû endurer toutes ces personnes ayant subi les conséquences directes ou indirectes de cet événement, à commencer par Kenji Nakazawa ayant partagé son témoignage. Gen d'Hiroshima participe en quelque sorte aux archives de cette époque, nécessaires pour ne jamais oublier et surtout ne jamais recommencer. Die Fantasy. Dai, de son vrai nom Juan de Guillebon, est un musicien et producteur français actif depuis 2008. Il est principalement reconnu pour son travail dans le genre électropop, rock alternatif et techno sous une approche expérimentale. Il sort un premier album en 2011 du nom de Taki 183, composé de plusieurs morceaux, cela va de soi, mais dont un en particulier a eu le droit à son clip en animation. Et il s'agit de Fantasy. Réalisé et animé par Jérémy Perrin, réalisateur derrière la série Last Man ou encore plus récemment le long métrage Mars Express, Fantasy raconte l'histoire d'un groupe de lycéens s'introduisant de nuit dans une piscine municipale pour une séance de natation nocturne, dans un climat étrange de romance et d'appréhension liée à la découverte du corps et de la sexualité. On a deux binômes, un premier couple et notre héroïne accompagnée d'un autre garçon. Le couple se bécote tandis que l'autre fille reste sur la réserve, sûrement mal à l'aise par la situation. Mais progressivement, un malaise visuel encore plus grand s'installe. Des mutations corporelles et horrifiques inexpliquées submergent les personnages, donnant naissance à une orgie de chair dans une atmosphère à la fois érotique et monstrueuse. Un clip ayant surpris des millions de spectateurs pour son contenu choquant, arrivant brusquement au milieu de la vidéo. C'est dire, depuis octobre 2023, le clip Fantasy n'est plus officiellement visible sur YouTube car considéré comme allant à l'encontre des règles du réseau quant à la représentation du contenu violent ou sexuel. Avant d'être supprimé, le clip avait été vu sur la plateforme plus de 68 millions de fois. Ça fait beaucoup de chanceux ayant apprécié ce travail d'artiste, mais dans le lot, beaucoup de jeunes âmes ayant été marquées à vie. Je me trouve un peu entre les deux. D'un côté, j'ai directement accroché à l'esthétique du clip, un style signature de Jérémy Perrin que l'on retrouve dans toutes ses créations post-2009. Mais d'un autre, les images que j'ai vues sont juste tatouées sur mes rétines, ça ne partira pas. Pas au point d'en faire des cauchemars pour autant, mais voilà, c'est resté ancré. La chaîne de Lee Hardcastle. Lee Hardcastle est un animateur britannique spécialisé dans la claymation, reconnu pour ses œuvres gore, humoristiques et non destinées aux enfants. Il poste sa première vidéo sur YouTube en 2006, cette même année où il se fait diplômer de Northern Film School en Angleterre. On peut dire qu'il commence sa carrière sur internet avec la plus grande des discrétions, sans le moindre contenu choquant, histoire de faire bonne figure, je déconne. Là, il met en scène des petites figurines en les animant image par image, mais Lee se spécialise très vite dans la clay animation, un style qui, vous le savez, peut s'avérer très efficace en termes d'horreur. Et lui s'en donne à cœur joie, avec parfois quelques touches d'humour noir, de l'absurde, ou encore un fond musical dédramatisant certaines de ses créations. Mais c'est vraiment à partir de la vidéo T is for Toilet qu'on passe véritablement à un autre degré de gore bien trash. Oui, vous avez bien entendu le titre, là, il va s'agir de chiottes et pas celles dans lesquelles tu pisses tranquille. Je crois que vous n'avez peut-être pas bien capté dans quoi je vous embarque. J'ai vu beaucoup d'horreur pour le bien de cet iceberg, la moindre des choses c'est de partager mon malheur avec un autre extrait.
Il enchaîne avec de nombreuses vidéos, toutes plus gore les unes que les autres, jusqu'à parfois choquer pour des raisons plus inattendues, comme son court-métrage Hamster Hell, qui n'a pas été très bien reçu dû à ses scènes de maltraitance animale, même si la vidéo a pour but de justement dénoncer cela. Obligé qu'il y ait des tonnes d'enfants qui soient tombés dessus malgré l'avertissement plus 18. Et sinon, en parlant de chiffres, la vidéo la plus visionnée de sa chaîne met en scène les différentes façons de tuer des mignons, particulièrement jouissif pour le coup. Mais vraiment, ça, c'est extrêmement mignon comparé au cœur même de la présence de Lee dans les abysses de cet iceberg. Vous êtes nombreux à avoir été comme moi, choqués à vie par l'une de ces vidéos, car touchant une franchise que nous connaissons tous pour son ton drôle et familial. On va traiter de The Simpsons Coach Gag. Quel enfer sur terre cette vidéo. La précision d'exécution, la musique, l'action qui se déroule sans la moindre pudeur, on est vraiment sur un sacré niveau de trauma là. Pourtant, tout commençait si bien. Notre petite famille américaine regarde la télé le soir quand Bart entend du bruit dehors. C'est alors que surgit le trio d'adolescents ayant pour habitude de foutre la merde à Springfield, mais pas à ce point jusque-là. Dans une violence injustifiée et complètement gratuite, ils se mettent à massacrer la famille Simpson, commençant par Bart, puis Homer, le bébé Maggie, jusqu'au tour de Marge, réussissant à se défendre et les abattre à son tour avant de s'évanouir, laissant Lisa seule et traumatisée au milieu de cette boucherie. Mais même quand tout est enfin terminé, Lee trouve toujours le moyen d'enfoncer le clou avec sa touche d'humour bien à lui. Lee a parfaitement compris que lier franchise connue et horreur était la clé de son succès sur YouTube. Il enchaîne les vidéos sur Doom et son univers sanglant assumé, des suites à The Simpsons Coach Gag, moins impactantes que l'original, une parodie de Among Us, Chucky ou encore Rick et Morty. Bien que j'ai un petit faible pour son hommage à The Thing version Pingu, j'avoue. Une chose est sûre, la chaîne de Lee Hardcastle est toujours active. Sa dernière vidéo date de quelques jours et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Mais bref, il reste tant à voir sur sa chaîne et seul un cerveau malade pourrait enchaîner l'ensemble de ses vidéos en quelques heures. Vous imaginez les séquelles que ça provoquerait ? La jeune fille aux camélias. La jeune fille aux camélias, également connue sous le simple nom Midori, est un film d'animation japonais sorti en 1992, adapté du manga éponyme de Suihiro Maruo, publié quant à lui en 84. D'une durée de 44 minutes, ce film raconte l'histoire de Midori, une jeune fille orpheline de père vendant des camélias dans la rue afin d'aider sa mère malade. Lorsque celle-ci décède à son tour, Midori se retrouve seule et trouve refuge auprès de Monsieur Arashi, directeur d'un cirque ambulant peuplé de monstres de foire. La jeune Midori devient la servante et la souffre-douleur de la troupe jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux nain magicien dont elle tombe instantanément amoureuse. Un avenir qu'elle pensait radieux au premier abord, mais qui plongea d'autant plus notre orpheline dans un cauchemar érotique des plus malsains. La production et la réception de ce film sont assez uniques dans le paysage cinématographique de l'époque. Face au refus des studios de produire un film de ce type, le réalisateur Hiroshi Harada a financé et réalisé Midori de manière indépendante, consacrant 5 ans à sa création. Mais en raison de son contenu explicite, le film a été censuré au Japon et n'a pas bénéficié d'une distribution officielle dans le pays. C'est bien plus tard, via des festivals indépendants, que La jeune fille aux camélias arrive aux oreilles d'un certain public. Midori dépeint un conte des plus cruels et malsains qui m'était donné de voir, accentué par une direction artistique grotesque, crue et parfois rigide due au manque de moyens du réalisateur. Ce qui ne l'empêcha pas de représenter l'horreur dans toutes ses formes, comme le harcèlement, la maltraitance, les violences physiques et sexuelles, le body horror et la folie. Les monstres de foire, tels qu'ils sont nommés dans le film, possèdent un chara-design à la fois horrible, mais aussi profondément réaliste pour certains, qui sont de simples survivants de la Grande Guerre, donnant un aspect des plus miséreux aux personnages. Mais ceux-ci semblent malgré tout bien pires à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Et la dimension purement sexuelle de cette troupe de monstres de foire est pleinement assumée par le film, donnant lieu à des scènes grotesques d'étreintes absurdes, de plans à plusieurs dérangeants, et même d'une pratique sexuelle japonaise que je ne connaissais juste de nom, consistant à lécher le globe oculaire de sa partenaire. Qui suis-je pour juger ? Vraiment, ce film, c'est la représentation même du syndrome de Stockholm, mais pas gentil, à la Belle et la Bête de Disney, non. À la toute fin du film, notre petite Midori sombre dans la folie. Dans son esprit brisé, elle se sent délaissée par la seule personne avec qui elle entrevoyait un avenir normal. Mais celui-ci l'a abandonnée. En écoutant la chanson qui accompagne le générique de fin, on peut interpréter qu'après avoir perdu la raison, Midori est fini par se suicider. La jeune fille aux camélias propose 44 minutes d'un voyage hallucinant, non pas au pays des merveilles, mais bien dans celui des monstres et de la misère du Japon d'après-guerre. Ce film transforme la laideur d'un monde sans espoir en une vision à la fois grotesque, fascinante et étrangement belle pour ceux dont l'œil artistique arrive à accepter l'impensable. Supinfocom Mouse. Là, chers amis, on va plonger dans l'une des œuvres les plus obscures de cet iceberg. Sauf erreur de ma part, on est sur un ratio de moins de 3000 personnes qui ont visionné ce court-métrage, du moins en ligne en tout cas. Pour vous donner plus de précision, ce court-métrage du nom de Mouse est réalisé en 1999 par 3 étudiants, Antoine Charéron, Benoît Martinez et Quentin Reir, dans le cadre de leur formation à Supinfocom, une école française réputée pour ses programmes en animation et design numérique. Ce projet de fin d'études a été sélectionné pour participer au Festival d'Annecy, permettant aux jeunes étudiants de trouver un travail dans leur branche. C'est dire, Antoine est aujourd'hui réalisateur dans le secteur de l'animation, avec à son actif The Prodigies, un long métrage sorti en 2011. Mais pour en revenir à Mouse, il est aujourd'hui disponible sur Vimeo depuis 16 ans, cumulant moins de 900 visionnages, ainsi que sur une chaîne YouTube obscure l'ayant reposté en 2011. On a affaire ici à une sacrée pièce de l'histoire de l'animation. On parle d'un court-métrage étudiant en animation 3D, sorti 4 années après Toy Story, le tout premier long-métrage de l'histoire à avoir été entièrement réalisé en images de synthèse. Dans ce court-métrage, on y voit une parodie plus réaliste du monde de Mickey, avec son sosie comme personnage principal, en couple avec celui de Minnie. On découvre au détour d'une couverture de journal l'amitié profonde entre Mouse et Dino, le sosie de Dingo. Tout semble bien se passer dans la vie de Mouse. Il est heureux avec sa partenaire, quitte son foyer pour partir travailler, mais tout bascule quand il se fait enlever par une camionnette. L'ambiance change drastiquement et Mouse se retrouve attaché puis torturé dans les sous-sols d'un château lugubre. Et là encore ça va, on ne voit pas d'effusion de sang et l'action est plutôt brouillonne, presque cartoonesque. On découvre alors en parallèle que toute cette machination est orchestrée par sa femme qui le trompe avec Dino, son meilleur pote. Ouais, on se sait, ça va mal finir cette histoire. Mouse, complètement amoché, les oreilles déchiquetées, les doigts coupés et la bouche cousue, parvient tout de même à s'échapper de son bourreau et à le tuer à l'aide d'un fusil. Ce même fusil qui lui servira d'arme pour exécuter sa vengeance. Sous les yeux de sa femme impuissante, Mouse abat froidement Dino, lui faisant exploser la tête dans une effusion de sang. Elle n'aura pas le droit au même traitement. Le dernier plan sur elle, les oreilles arrachées, laisse présager le pire, tandis que la camionnette se dirige de nouveau vers ce mystérieux château. Vraiment une sacrée relique ce court-métrage. Il n'est pas traumatisant au point d'en faire des cauchemars, mais c'est dire à quel point cette vidéo obscure m'a marqué. Heureusement que j'ai réussi à la retrouver. Where the dead go to die. Out of the wall, and they tell me to find more liquid memories. Bon, je pense qu'il est temps de plonger dans l'un des films les plus bizarres que vous ayez eu l'occasion de voir dans votre vie. Il fait 1h30, mais ressenti 6h, c'est un cauchemar ce truc.
Where the Dead Go to Die est un film d'animation américain sorti en 2012, écrit, réalisé, composé, monté et animé par Jimmy Screamer Klaus, de son vrai nom James Screamer. Extrêmement controversé à sa sortie pour son caractère ultra violent, gore et sexuellement explicite, il n'en reste pas moins l'un des exemples parlants de l'animation d'horreur expérimentale et amateur. Le film est structuré en 3 segments. Chapitre 1, le lait contaminé, chapitre 2, mémoire liquide, et chapitre 3, le masque que portent les monstres. Chacun suit des enfants perturbés vivant dans le même quartier, confrontés à des expériences surnaturelles et traumatisantes. Un chien noir démoniaque aux yeux rouges parlants nommé Labby les guide à travers des dimensions et des époques différentes, les exposant à des visions cauchemardesques et des révélations perturbantes. Une remarque ressort pas mal de la part du public, c'est que le réal a effectivement bien fait de passer par l'utilisation de l'animation pour faire son film. Sinon c'est simple, ça aurait été directement casse-prison ou hôpital psychiatrique. C'est pas normal de pondre un truc pareil. C'est simple, on va lister tout ce qui s'y trouve. Hallucinations cauchemardesques, satanisme, monstruosité tentaculaire, violence, meurtre, anthropomorphisme, mutilation, démembrement, inceste, sexe entre mineurs, viol, zoophilie, suicide. Je vais très gentiment vous éviter la scène qui va suivre par ce petit texte descriptif. Un garçon nommé Tommy rencontre le chien Labby qui lui apprend que son frère à naître est l'antéchrist et que Tommy doit le tuer. Labby déchiquette le corps de la mère et sort son bébé du ventre, puis mordille le pénis de son père. Tommy s'évanouit et a des visions où un fœtus est piégé dans une bulle et où ses parents ont muté en chien anthropomorphe. Tommy souhaite que ses parents soient encore en vie et Labby lui dit que son souhait sera exaucé s'il lui donne sa virginité. Tommy couche alors avec Labby sur le cadavre de sa mère. Et c'est bon, je vais appeler la police au bout d'un moment. Et je préchote certains commentaires qui vont arriver. Ce film est tout simplement magnifique et reflète bien là toute la critique autour de notre société moderne, des traumatismes infantiles, de la perte de l'innocence et du vide spirituel contemporain, mon cul. Mon gros fiac. Les défenseurs de ce film ne cherchent pas à aller plus loin que le frisson de l'interdit qu'il peut procurer. Ok, il est expérimental et assez original dans sa démarche. Ça n'en reste pas moins un mauvais film, mal monté et animé, épileptique par moments et globalement interminable à regarder. Projetez ça dans une classe de primaire, voire n'importe où en fait, vous allez faire du dégât. Ça peut très vite faire office d'arme de torture ce truc. Et encore, je ne vous ai pas parlé plus globalement de l'univers artistique de Screamer Klaus, qui possède une chaîne YouTube de moins de 10 000 abonnés, avec plein de belles choses. Je ne vais pas m'éterniser 1000 ans dessus, mais on trouve globalement tout ce que j'ai cité dans le film. Au détail près que là, c'est accessible à tous ceux qui veulent se régaler d'orgies démoniaques, sanglantes et cauchemardesques. Des vidéos, souvent des clips musicaux, comme Mute-toi, sorti en 2012, ou encore Affection, qui m'a profondément dégoûté. Non, ce mec est fort. I heard it too. On va s'attaquer à une courte vidéo trouvable sur YouTube sur la chaîne de Hayden, sortie en 2016. Une vidéo ayant fait pas mal de bruit mine de rien. Elle est réalisée par Hayden donc, aidé par 2 amis à lui, tous 2 propriétaires de chaînes YouTube sur le thème de l'horreur. Le premier, Let's Read, proposant des podcasts audio d'histoires horrifiques et autres contes et légendes, et le second, Axeman Cartoon, un animateur actif sur YouTube depuis 13 ans, et qui pourrait lui aussi mériter sa place dans cette partie de l'iceberg, tellement son style amateur est terrifiant. I Heard It Too possède donc naturellement le même style graphique que le reste des créations de Axeman Cartoon, qui, selon moi, devrait mériter les lauriers autour de ce petit court-métrage. Dans celui-ci, on y voit une jeune fille du nom de Sarah, appelée par ce qui semble être la voix de sa mère en bas des escaliers. Mais il n'en est rien. Sa vraie mère ayant elle aussi entendu cette voix, cache Sarah dans le placard pour la sauver de cette créature, se montrant de plus en plus agressive. La mère fait tout ce qu'elle peut pour barricader la chambre, mais le monstre au visage similaire réussit malgré tout à entrer.
Mais une fois avoir massacré la mère et trouvé Sarah, bizarrement, la créature se met à l'enlacer, comme si elle se prenait pour sa véritable maman. Même si bon, ça ne finit quand même pas très bien pour la gamine. L'animation de ce court-métrage est assez particulière, car à la fois très rigide dans la modélisation de ses personnages, et pourtant extrêmement fluide dans ses mouvements. Ça crée un résultat assez étonnant et un peu malaisant. Aujourd'hui culte pour les consommateurs du genre, I Heard It Too a connu un remake en 2023, dépassant presque le nombre de vues de l'original, ainsi que d'autres hommages sous différents genres d'animation, mais reprenant à chaque fois la même bande sonore que le court-métrage originel, de quoi le faire perdurer encore pour un moment. Higurashi When They Cry. When They Cry est un animé japonais sorti en 2006, adapté du visual novel du même nom, sorti sur PC 4 ans plus tôt. Lui-même adapté d'une pièce de théâtre appelée Le Sanglot des Cigales. L'animé est adapté en une première saison de 26 épisodes, puis une seconde de 24 l'année suivante, faisant office de réponse à la première. L'œuvre a ensuite connu des OAV, des films live et enfin une dernière adaptation sortie en 2021. Bref, un sacré bordel. L'histoire se déroule dans le village fictif de Inamizawa en 1983. Kaishi Maibara, un jeune lycéen, vient d'y emménager et se lie d'amitié avec 4 de ses camarades de classe, toutes des filles. Mais derrière l'apparente tranquillité de la vie rurale se cache un terrible secret. Chaque année, à l'approche du festival Wanatagashi en l'honneur d'une divinité locale, l'ambiance du village change drastiquement et Kaishi s'en rend bien compte. Peu à peu, Kaishi découvre que ses amis lui cachent quelque chose. La paranoïa monte, les relations se tendent, et des événements morbides se produisent les jours suivant le festival. L'un des aspects notables de la série est sa structure en arc narratif répété, propre au mode de fonctionnement des visual novels où chaque action du joueur entraîne des conséquences. Chaque arc raconte les mêmes événements sous un angle différent, parfois avec des retournements de situation radicaux, mais également des réponses à l'intrigue. Ça crée une atmosphère de déjà-vu où les personnages semblent piégés dans une boucle temporelle horrible. Et le tout sous une direction artistique volontairement kawaii pour bien appuyer les scènes de violence bien gore et malsaines. Je crois que c'est vers le 3e ou 4e épisode que ça part vraiment en couille. Genre tout le monde veut s'entretuer et les 4 meufs deviennent complètement folles. Tout le monde semble être affecté par une sorte de malédiction et on ne distingue plus vraiment la réalité du surnaturel. La première saison laisse de grosses questions en suspens et on se demande vraiment ce qu'on vient de regarder. Heureusement, la seconde apporte toutes les réponses nécessaires. Mais je ne suis pas là pour vous faire une thèse sur les intentions scénaristiques de l'animé, juste vous mettre en garde sur sa violence extrême comme on en voit rarement aussi assumée. When They Cry est un incontournable de l'animé d'horreur. Avec sa narration en boucle dans un puzzle narratif complexe, son univers oppressant et ses personnages mignons au premier abord, mais nous plongeant avec eux dans une folie meurtrière, pouvant fournir n'importe quel organisme de don du sang pour au moins un an. Urotsukidoji, la légende du démon. Vous voyez le cliché du sexe tentaculaire souvent représenté dans les vieux hentai des années 90 ? Bah ça vient de ce film. Et oui, Urotsukidoji est une œuvre culte, controversée et fondatrice dans le sous-genre de l'animation hentai horrifique. Sorti au Japon en 89, ce long métrage a profondément marqué l'histoire de l'animation pour adultes, notamment pour sa représentation extrême de la sexualité, de la violence et du surnaturel, ce qui a mené à une version censurée
enregistré dans les années suivantes pour espérer une distribution aux États-Unis et en Europe. Et ce film, La Légende du démon, est en vérité un remontage de 3 OAV sortis entre 87 et 89, possédant des scènes plus terribles encore, destinées à la base à un public japonais averti. Ce sujet est un poil compliqué parce que l'œuvre a connu plusieurs autres sorties avec des noms différents entre 89 et 2002, dont un remake de ce film La Légende du démon. Je vais donc au maximum montrer des images de la version d'origine. Depuis des millénaires, 3 mondes coexistent en secret. Celui des humains, celui des démons et celui des hommes bêtes. Une ancienne prophétie annonce qu'un être surnaturel surpuissant appelé le Chojin apparaîtra pour fusionner ces 3 royaumes en un seul univers. Amano Jaku, un être du monde des bêtes, est envoyé sur Terre pour retrouver cet élu. Il soupçonne un jeune étudiant japonais, Tatsuo Nagumo, d'être l'hôte de cette force cosmique. Il va donc tout faire pour protéger le jeune humain contre les nombreux démons voulant sa mort. Nagumo, timide et sans histoire, devient peu à peu le centre d'événements sanglants et paranormaux, alliant meurtres horribles, combats entre bêtes et démons, et viols sur des humains sans défense. L'aspect gore est omniprésent et très, liquide. Les corps explosent, se dissolvent, fusionnent ou sont littéralement retournés sur eux-mêmes. Il ne s'agit pas de violence réaliste, mais d'une horreur mutante et déformée, inspirée de réalisateurs comme Cronenberg et son long métrage La Mouche, ou encore Carpenter avec The Thing. La violence sexuelle est tout aussi mise en avant, non pas pour combler les fantasmes de certains spectateurs, mais bien pour mettre en avant un malaise lié à la domination, les mutations et le rapport de force entre les humains et les entités démoniaques. L'une des scènes les plus célèbres et controversées montre le viol d'une jeune lycéenne dans l'enceinte de l'école, dont l'ensemble des orifices est pris par des dizaines de tentacules au fluide violet démoniaque, sous le regard caché de son ami et futur amant Nagumo. Quelque part, je capte un peu la censure. Mais il ne faut cependant pas oublier que ce film a tout de même une certaine image assumée à tenir. Urotsuki Doji utilise la sexualité et le gore comme moteur narratif et métaphysique, d'où le fait qu'il ait été mal compris par certains comme une œuvre purement pornographique, alors qu'il s'inscrit dans une tradition d'extrême transgression proche du surréalisme horrifique. Vous aurez remarqué que le Japon ressort très souvent lorsque j'aborde des œuvres gore et sexuellement violentes, ça ne vient pas de nulle part. La société japonaise des années 80-90 est ultra codifiée, hiérarchisée et conservatrice sur le plan social et familial. Dans ce contexte, la fiction devient un lieu d'exutoire pour les frustrations sexuelles, la violence refoulée et le rejet du conformisme. Des œuvres transgressives permettent alors d'explorer ce que la réalité interdit sans forcément prôner cette violence, mais en l'extériorisant dans l'imaginaire de chacun, avec un besoin d'exorciser un certain passé traumatique du pays. Mais comme je sens que je vous ai un peu perdu avec mon blabla, je pense qu'une dernière scène d'horreur pourrait vous réveiller un peu. Oh God. What's happening? What's happening? Violence, Jack. On reste un peu vers la fin des années 80-90 avec de nouveau un long métrage d'animation japonais regroupant plusieurs OAV sortis entre 86 et 90. À l'origine un manga créé par Go Nagai, le père de Devilman, que l'on a déjà abordé plus haut dans cet iceberg, Violence Jack, est adapté en animé sous la forme de 3 OAV. Harem Bomber sorti en 86, Evil Town en 88 et Hell's Wind en 90. L'histoire prend place dans un Japon alternatif des années 70, ravagé par un cataclysme devenu un désert chaotique peuplé de gangs, de violeurs, de cannibales et de survivants rendus fous par la souffrance et le désespoir. Un monde pouvant rappeler celui de Mad Max à titre d'exemple. C'est dans ce monde qu'intervient Violence Jack, une sorte de géant bestial d'une violence sans borne. Il ne parle quasiment jamais, mais intervient brutalement pour massacrer les puissants et défendre les opprimés, même si sa justice s'avère être très souvent barbare et ambigu.
Les 3 OAV suivent à peu près le même schéma scénaristique. Des gangs violentent des innocents jusqu'à ce que Jack intervienne et les massacre tous jusqu'au dernier. Dans la première partie, un gang de motards kidnappe les femmes d'un village pour en faire des esclaves sexuels. La deuxième se passe dans un Tokyo souterrain post-apocalyptique, avec un groupe de dépravés retenant une nouvelle fois des femmes comme esclaves. D'ailleurs, cet épisode est le plus célèbre et controversé. On y trouve des scènes extrêmes de viol, de nécrophilie, de gore explicite et d'inceste. C'est l'un des OAV les plus censurés de l'histoire de l'animation, c'est dire. Et enfin, la troisième partie où Jack affronte un gang sadique, les Hellswind, qui terrorisent un orphelinat par des tortures et violences sexuelles sur mineurs. J'en ai marre de répéter ce genre de phrases, ça ne devrait même pas être normal d'enchaîner tous ces mots, il y a de quoi devenir fou. Violence Jack est une œuvre radicale et anarchiste, culte pour les amateurs d'animés violents, à la sexualité bestiale et nihiliste, où l'humanité est vue comme irrécupérable, donnant naissance à des monstres de violence dont notre héros, ne pouvant s'exprimer que par elle pour espérer rendre le monde un peu meilleur à sa façon. Même si en réalité, Violence Jack met en scène son monde comme un châtiment divin, où le bien et le mal n'existent plus, seule la survie compte. Une survie devant passer par tous les crimes possibles et inimaginables. The Crow and the Raven. The Crow and the Raven est un très court métrage d'animation en plan quasi statique provenant de la chaîne YouTube de Marquis Belial et putain que c'est bizarre. And the raven satisfies strong flowing, deep currents. The desire, but we bite the hand. The meal is insubstantial. We punish the raven. Sorti en 2012 et d'une durée de 2 minutes, il s'agit en réalité, selon la description de son auteur, d'une courte expérience d'animation pour tester comment transformer ses dessins de carnet en images animées. Bien que cette œuvre expérimentale ne propose pas de narration explicite, plusieurs spectateurs ont tenté d'en déchiffrer la signification. Donc là, pour ce cas précis, n'ayant personnellement rien bité à ce court-métrage, j'ai fait mes recherches sur l'avis des gens, dont un commentaire qui a été épinglé par l'auteur lui-même. À mon avis, nous sommes le corbeau qui veut des fruits, toujours plus de fruits, alors qu'en réalité, les fruits sont insipides. Alors que l'autre corbeau, plus grand et humain, représente le pouvoir, la force qui nous contrôle et le système. Quand on voit que le fruit est sans goût, que ça ne nous satisfait pas, on mord la main du vieux corbeau, on se rebelle, on accuse le système de nous avoir trompés. Mais à la fin, c'est nous qui sommes déchirés, car le vieux corbeau a plus de pouvoir que nous. Il nous a engraissés et nous avons été complices de notre propre malheur. Mais en nous réside le pouvoir du changement, de la rébellion. Il ne suffit pas de mordre la main du système, nous devons le déchirer, sinon nous serons ceux qui seront déchirés. C'est vraiment spécial comme œuvre et je comprends parfaitement celui qui me l'a envoyé pour que j'en parle. D'ailleurs, merci à toi. Cette esthétique de dessin brouillonné sur carnet animé, accentuée par une voix robotique et sortant d'outre-tombe, c'est un sacré parti pris. Recall. You and I look up to see resplendent glory. A raven. Blood-Sea. Blood Sea est un animé japonais sorti en 2011 faisant partie de la franchise des Blood, initié par le film The Last Vampire sorti 11 ans auparavant, puis adapté en série en 2005 avec Blood+. Blood-Sea se concentre sur Saya Saragari, une lycéenne d'apparence normale, calme et maladroite, vivant avec son père et adoptant le rôle de prêtresse au sanctuaire d'une ville de campagne. Mais la nuit, elle devient une chasseuse de monstres surnaturels appelés les Anciens, ou Elder Burns, dévorant les humains pour se nourrir de leur sang.
La série suit d'abord un schéma répétitif. Saya mène une vie scolaire paisible le jour, puis massacre des créatures horrifiques la nuit. Mais plus les épisodes avancent, plus elle perd des membres qui lui sont chers, et plus le récit se fissure jusqu'à révéler une vérité terrifiante sur sa propre identité et le monde qui l'entoure. On découvre que tout n'est que mensonge et manipulation, un peu à la Truman Show, et que notre héroïne est en fait au cœur d'une expérience humaine cruelle, sadique et absolument traumatisante pour elle. Et pour nous aussi d'ailleurs. Blood Sea fait partie de ces animés trompeurs où on suit la vie toute rose de lycéens, mais se révélant ultra violente et cynique. On y voit des membres arrachés, des décapitations, du cannibalisme, des massacres de centaines de personnes, et les derniers épisodes sont gore à l'extrême, presque insoutenables et suffocants. C'est surtout à partir de l'épisode de l'attaque du lycée que les choses commencent à réellement devenir chaotiques en termes de nombre de morts. Et lorsque certains ont salué le twist narratif ambitieux et la critique de la manipulation des masses, d'autres ont détesté le rythme lent et trompeur du début, suivi d'un final ultra violent, jugé gratuit et déshumanisant au possible. Le film Blood Sea, The Last Dark, sorti quant à lui en 2012, poursuit directement l'histoire de l'animé. Saya, maintenant consciente de la vérité, part affronter ceux qui l'ont manipulée, concluant alors cette histoire des plus macabres. Pour résumer Blood Sea, c'est une série qui fait mine d'être innocente au départ, mais qui te plonge petit à petit dans un vrai cauchemar, à la fois psychologique et ultra sanglant. C'est vraiment un ovni du genre. Avec le style tout mignon de la vie de lycéen, qui contraste à fond avec une critique violente de la manipulation de masse dans notre société moderne, du voyeurisme, de la déshumanisation et de la course au toujours plus gore pour bien ancrer l'œuvre dans nos esprits. La chaîne de Takena. Takena Nagao est un artiste-réalisateur japonais spécialisé dans le cinéma d'horreur en Clay Animation. Il ouvre sa chaîne YouTube le 5 avril 2006, le faisant presque atteindre la première place du classement de la vidéo la plus vieille de cet iceberg, juste derrière Lobotomie qu'on a abordé dans le chapitre précédent. Sa première création ne possède pas de son, a la qualité médiocre des débuts de YouTube, mais annonce en grande pompe son univers. C'est gore, trash, et le fait qu'aucun son ne parvienne à nos oreilles installe un léger malaise d'entrée de jeu. Il passe ensuite à un niveau supérieur, avec une meilleure qualité de réalisation, du son cette fois-ci, et une touche d'humour avec ses mini-séries Within the Bloody Woods, Battle of Clay et Bloody Date, mais c'est véritablement à partir de Chainsaw Maid que Takena entre dans la cour des grands. Attaqué par des zombies, le mari venant de perdre sa femme se met à l'abri avec sa fille, tandis que la femme de chambre s'empare d'une tronçonneuse pour les protéger. L'action y est jouissive, les membres des zombies se détachent comme du beurre, projetant des cascades de sang sur tous les murs, mais les effets sonores amateurs dédramatisent le tout. Fort du succès de sa vidéo, presque 10 millions de vues quand même, il développe son personnage de Chainsaw Maid. Il en fait même une variante appelée Bunny Maid, le même délire, mais en tenue sexy et aux oreilles de lapin. Takena rencontre 2-3 succès notables comme sa vidéo Pussycat, mettant en scène une femme-chat, enfermée par un cochon pervers, lui-même traqué par un loup encore plus pervers, finissant même par en perdre la tête si vous me pardonnez ce jeu de mots. Mais aussi Maid of the Dead, une énième parodie de film de zombies, mais cette fois-ci avec des serveuses de café japonais, dans un spectacle absolument sanglant et dégoûtant, sans oublier l'humour toujours aussi présent. Takena est un sacré artiste, marquant la plateforme YouTube de sa patte et de ses personnages récurrents. Et si Lee Hardcastle représente l'horreur en Clay Animation côté Europe, lui arrive à défendre les couleurs du Japon par ses créations. La filmographie de Yakov Burov. Yakov Burov est un réalisateur ukrainien spécialisé dans l'animation expérimentale et chaotique. Sa filmographie se distingue par des œuvres courtes et profondément dérangeantes. Il n'a pas vraiment de présence active sur les réseaux sociaux et sur YouTube. J'ai réussi à ne trouver qu'une petite chaîne YouTube de 9000 abonnés du nom de Yakov Burov, répertoriant 13 vidéos depuis 2016, ainsi qu'un Instagram du même nom avec seulement 6 publications.
En plus de sa chaîne incomplète, c'est via une playlist YouTube associée à son nom que l'on peut retrouver quasi l'ensemble de ses courtes œuvres, dispersées dans de multitudes de chaînes, ayant pris la peine de partager son travail auprès du plus grand nombre. Ses œuvres sont fascinantes et perturbantes à la fois, plongeant de nombreuses personnes dans l'incompréhension totale de son univers due à la barrière de la langue. On peut déjà aborder sa filmographie, si on peut l'appeler ainsi, avec ses deux œuvres l'ayant fait connaître, à savoir Punitive Psychiatry sorti en 2014 et sa suite Anti-Christmas sortie l'année suivante. Une animation abstraite, des images déformées et une ambiance sonore oppressante, abordant des thèmes comme la déshumanisation, la folie et la souffrance psychique. Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour le deviner. On sent tout de même une certaine redondance dans l'imagerie de son pays, avec des bâtiments délabrés, des lieux abandonnés ou en ruine, des habitants modestes, réduits à des monstruosités sans nom, des situations alarmistes et pessimistes, me laissant présager que la guerre en Ukraine présente depuis quelques années en est pour quelque chose dans l'inspiration artistique de Yakov. Yakov Burov est une figure notable de l'animation expérimentale ukrainienne, offrant des œuvres courtes mais percutantes qui interrogent et dérangent. Ne parlant pas un mot d'ukrainien, j'en suis là à m'interroger sur les possibles horreurs et blasphèmes que Yakov offre dans ses créations, mais je ne peux que me reposer sur mon interprétation personnelle ainsi que celle des commentaires sous ces vidéos. Une chose est sûre, la filmographie de Yakov Burov est là pour te choquer, te retourner le bide et te demander si finalement ta petite dépression passagère ne serait pas en réalité un tsunami d'euphorie comparé à la psychologie dérangée de ce mec. À méditer. Le roi des ronces. Le Roi des Ronces, ou King of Thorn dans son appellation connue, est un film d'animation japonais de science-fiction et d'horreur sorti en 2009 et adapté du manga éponyme de Yuji Iwara. Le film propose une vision post-apocalyptique mêlant survival horror, thriller biologique et réflexion existentielle. Dans un futur dystopique, un virus mortel nommé Medusa affecte les cellules humaines et transforme les individus en pierre. Pour contrer l'épidémie, une société pharmaceutique sélectionne 160 patients contaminés parmi la population mondiale via une loterie et les place en hibernation cryogénique dans l'espoir de les réveiller quand un remède aura été trouvé. On y suit Kazumi Ishiki, sélectionné parmi ces 160 chanceux, mais dont sa sœur jumelle, elle aussi contaminée, n'en fait malheureusement pas partie. Mais lorsque l'héroïne sort de son sommeil, elle découvre un monde désolé, envahi par des ronces géantes et peuplé de créatures monstrueuses. Avec quelques survivants, elle doit tenter de comprendre ce qui s'est passé pendant leur sommeil, alors qu'à peine 2 jours se sont écoulés depuis le début de l'opération. En clair, c'est la merde. Le film commence comme un thriller médical futuriste sur une pandémie. Le virus Medusa est une allégorie de la peur de la mort, de la perte d'identité et de contrôle. On est clairement sur un scénario à la Resident Evil pour vous la faire simple. On va être honnête, Le Roi des Ronces possède énormément de scènes gore, mais il n'en reste pas moins un film très poétique et métaphorique dans son dénouement. Les monstres en 3D un peu mal faits et les effusions de sang ne sont qu'une couverture, cachant en réalité une histoire tragique entre 2 sœurs, ainsi qu'un voyage vers le traumatisme et le deuil, imagé par ces ronces, représentant le monde intérieur de l'héroïne, étouffé par la culpabilité, la douleur de la perte de sa sœur jumelle et l'impossibilité d'affronter la réalité. Un film que je trouve sous-coté personnellement, d'où sa présence ici. Libre à vous de découvrir son histoire, mais aussi ses scènes atroces. And Medusa wins the game. Remember that. Corpse Party. Là, on va replonger dans un animé assez similaire à When They Cry dans son existence, c'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas d'une version animée dans un premier temps, mais plutôt un jeu vidéo indépendant. En tout, 9 jeux officiels sortiront entre 1996 et 2014. Puis des mangas autour de l'univers, un light novel, et enfin, concernant l'animation, un OAV de 4 épisodes intitulé Corpse Party Tortured Souls, sorti en 2013. 2 films live sortent par la suite en 2015 et 2016. Nous, on va donc se concentrer sur l'OAV.
groupe de lycéens japonais décide un soir de faire un rituel d'amitié censé les lier pour toujours. Mais une erreur durant la cérémonie les transporte dans une école primaire parallèle, construite sur le site d'une ancienne école où d'horribles meurtres d'enfants ont eu lieu. Ils se retrouvent piégés dans un monde dimensionnel maudit, peuplé de fantômes vengeurs et d'âmes torturées. En cherchant un moyen de s'échapper, ils vont peu à peu lever le voile sur les horreurs et les secrets enfouis dans ce lieu maudit depuis plus de 50 ans. Comme je l'ai dit, Corpse Party s'inscrit dans la même veine que When They Cry, soit une succession de meurtres horribles et bien visuels sur des lycéens, des enfants, des mineurs, des gosses, putain, le Japon. Cet animé est sombre, mais littéralement sombre. On passe la grande majorité du temps à plisser les yeux parce que nos héros sont au fin fond d'une école maudite plongée dans le noir, on dirait ma vidéo. Et c'est vers la moitié de l'épisode 1 que les choses commencent à se gâter. On a d'abord Seiko, pendue devant l'impuissance de Naomi qui n'a pas réussi à la sauver à temps. Mayu, traînée au sol par des fantômes d'enfants, la projetant à toute vitesse contre un mur, littéralement éclatée en une masse informe de chair et de sang, au point de devenir méconnaissable. Sakutaro, poignardé par un autre lycéen pour défendre la petite Mayu de ce pervers, prenant les cadavres en photo pour en faire une collection. Kishinuma, empalé dans son dos comme un porc, dans ses entrailles puis dans sa gorge, bref, de bien jolies choses finalement. Vous voyez l'idée, notre bande de lycéens sombre peu à peu dans la paranoïa, voire dans la folie, au sein de cet immense établissement où règne une fillette fantomatique habillée de rouge, désirant se venger comme l'ensemble des enfants de cette école. La malédiction les punit pour des fautes personnelles, parfois mineures, comme un aveu non dit, une jalousie ou un secret refoulé. L'école maudite est un lieu où la souffrance se répète indéfiniment. Les fantômes des enfants assassinés revivent leur mort encore et encore, et tout nouvel intrus devient partie prenante du cycle. En clair, l'œuvre joue constamment sur la dichotomie entre l'enfant et l'adulte, la vie et la mort, et l'innocence et la cruauté. C'est un animé violent, sans tabou, sans censure, montrant l'horreur dans sa forme surnaturelle, mais également bien humaine. Genocyber. Genocyber est un OAV japonais en 5 épisodes sorti entre 94 et 97, adapté de la série de manga de Tony Takezaki, paru à partir de 92. Et là où l'intrigue de l'anime diffère considérablement de celle du manga, les deux formes se distinguent par leur violence graphique extrême non censurée et son univers cyberpunk cauchemardesque. Vous avez l'habitude maintenant de ce genre de création japonaise des années 90. J'ai l'impression que ça se faisait à la chaîne et que ça se battait pour savoir laquelle était la pire de toutes. Et si j'aborde Genocyber en dernier, ça n'est pas pour rien, tellement ce film déchaîne les enfers. Dans un futur dystopique où les méga-corporations dominent le monde et où les conflits militaires sont constants, on suit la vie du professeur Morgan et de ses deux filles, Hélène et Diana, dotées de pouvoirs de télépathie. Il s'insère comme cobaye dans ses expériences sur l'interaction entre le cerveau humain et la machine. Mais une société, leader mondial de la recherche militaire, s'intéresse à ses travaux et force Morgan à continuer ses recherches. Hélène et Diana sont utilisées dans un projet scientifique visant à créer l'arme ultime, Genocyber, une entité organique et cybernétique faite pour détruire. Mais lorsque Genocyber s'éveille, elle devient incontrôlable, annihilant tout sur son passage, opposant comme civil innocent. Cette OAV donc possède 5 épisodes distincts. L'épisode 1, une nouvelle forme de vie. Les 2 et 3, attaque Vajranoïde et guerre mondiale. Et enfin les 2 derniers, légende de la cité de la Grande Arche, partie 1 et 2. Chaque épisode met en scène des populations civiles massacrées, des soldats traumatisés et des expérimentations scientifiques inhumaines.
humaine. On revient inévitablement sur le thème récurrent du cyberpunk et du biopunk. Les personnages sont broyés par le système et même la création Genocyber perd toute conscience de son individualité. On se questionne sur les limites humaines jusqu'à des points inconcevables pour un esprit sain. Et là où Ghost in the Shell par exemple pouvait répondre à cette question via une narration intelligente et bien écrite, lui offrant la visibilité que le film mérite, Genocyber quant à lui brille plus par ses scènes de carnage viscéral, souvent gratuites et complètement traumatisantes. Enfin, briller est un bien grand mot, ça reste une œuvre bien niche si je puis me permettre. Genocyber, c'est glaçant, c'est horrible à regarder et c'est atrocement sans espoir en fait. Selon moi, et encore une fois c'est selon la sensibilité de chacun, mais c'est l'un des OAV japonais les plus marquants que j'ai traités je trouve. Lui et Violence Jack. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans de très nombreuses créations de cette époque, et Genocyber ne déroge pas à la règle. Malice in Wonderland. Allez, bon, là, je vais avoir du mal à vous présenter un truc plus obscur que ça. C'est dire, ce n'est même pas moi qui l'ai déniché, mais l'un d'entre vous dans l'espace commentaire. On parle donc de Malice in Wonderland, une œuvre animée psychédélique réalisée par Vince et Miwako Collins en 1982. Vince Collins qui à lui seul possède un univers animé absolument fascinant, profitant de la naissance de YouTube pour partager ses créations colorées et psychédéliques, qu'elles soient en animation 2D voire 3D. Pour vous résumer la vie de ce bonhomme, Vince Collins est un réalisateur et animateur américain reconnu pour ses courts-métrages expérimentaux et psychédéliques. Actif depuis les années 1970, il a débuté avec des animations dessinées à la main, comme Euphoria datant de 1975, qui lui a valu un Student Academy Award, ou encore Fantasy l'année suivante, créé à partir de dessins et de centaines de lignes de code sur ordinateur. Une sacrée prouesse pour l'époque. Son œuvre la plus célèbre, Malice in Wonderland, est une réinterprétation hallucinogène d'Alice au Pays des Merveilles, réalisé en collaboration avec sa femme Miwako Collins. On a tous en tête le conte d'Alice écrit par Lewis Carroll, son adaptation animée puis live chez Disney, et même pour certains d'entre vous, son jeu vidéo Alice Madness Return. Mais je doute que vous connaissiez cette œuvre. On sait que l'histoire d'Alice a été massivement détournée dans les années 60-70, avec l'explosion du mouvement hippie, du rock psychédélique et de la consommation de LSD. Alice au Pays des Merveilles devient une œuvre culte pour les amateurs de la vie en couleur. Mais en ce qui concerne Malice in Wonderland, le concept a été poussé à l'extrême. Aucune narration explicite, c'est un flow visuel brut, évoquant une sorte de bad trip, une descente dans un inconscient déformé, où l'innocence est écrasée sous le poids de la sexualité, de la violence et de la transformation corporelle. L'animation est accompagnée d'un sound design oppressant, fait de rires déformés, de bruits mécaniques et de musique grinçante à faire dresser les poils. C'est bizarre, ce bruit me fait penser à une œuvre que j'ai déjà présentée. Pas grave, ça va me revenir. Mais le moment le plus intriguant de la vidéo reste la phrase prononcée par Alice, apportant encore plus de cachet à cette œuvre aussi obscure. Qui a eu un rêve aussi curieux? Bah on se le demande justement, Alice. On se le demande. Toi ou moi? Ou peut-être vous? Qui sait? C'est quoi ce délire? DeviantArt.
Bon, à partir de maintenant, on entre dans une dernière phase de notre iceberg qui relève de certains problèmes de fond liés à la pornographie, les violences physiques et ou sexuelles abusifs ou fantasmés sur mineurs, le fétichisme poussé à l'extrême, les mutilations, la scatophilie, la zoophilie et le tout, parfois aux yeux de tous, sans vraiment de modération. D'où mon premier sujet, DeviantArt. DeviantArt est l'une des plus grandes plateformes communautaires en ligne dédiées à l'art numérique et traditionnel. Fondée en 2000, elle permet aux artistes du monde entier de publier, partager, commenter et vendre leurs créations tout en échangeant autour de leur passion. On y trouve du dessin traditionnel, de la photographie, du cosplay, de la littérature, des arts numériques et donc par définition de l'animation. DeviantArt concrètement, c'est là où j'ai passé le plus de temps sur le net dans mon adolescence avec YouTube. Pour moi, c'était un endroit merveilleux, une plateforme où j'ai appris le dessin, les bases de l'animation. C'est là où j'ai découvert de nombreux artistes auxquels je me suis abonné avant de les redécouvrir quelques années plus tard sur Instagram. Mais aussi des projets d'artistes, des projets qui n'étaient qu'au stade d'embryon à l'époque et qui sont concrets aujourd'hui. Mais bref, je ne le voyais pas à l'époque, mais en grandissant, j'ai remarqué que DeviantArt souffrait de nombreux défauts notables. Une présence beaucoup trop importante de contenu fétichiste ou NSFW, parfois visible par un jeune public et malgré les filtres, et donc une modération pas toujours efficace ou cohérente. Plus je grandissais, plus je voyais la merde cachée sous le tapis et les innombrables catégories étranges que l'on pouvait trouver sur DeviantArt. J'ai donc naturellement délaissé la plateforme pour Instagram ou Twitter. Et apparemment, c'est encore pire aujourd'hui. Rajoutez à cela le débat actuel autour de l'IA, avec des œuvres créées par algorithme, clairement une menace pour les artistes traditionnels. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour appuyer mes dires, je vais me reposer sur la vidéo The Disturbing World of DeviantArt de la chaîne Visual Venture, explorant les aspects controversés et dérangeants de cette plateforme artistique. Dans cette vidéo, Visual Venture revient sur les côtés dérangeants de DeviantArt. On y trouve pas mal de contenu à caractère sexuel ou fétichiste, parfois accessible sans filtre, même aux plus jeunes. La vidéo parle aussi de l'explosion des œuvres générées par intelligence artificielle et de la polémique que ça crée autour de ce qu'on peut encore appeler de l'art. Et puis, il y a tout un chapitre sur la modération du site qui laisse parfois passer des trucs vraiment limites. Des choses qui peuvent laisser des marques à vie sans contrôle parental. Bref, c'est une critique assez franche de DeviantArt qui montre bien les galères à gérer une plateforme artistique aussi immense, avec une frontière très très fine entre liberté d'expression et responsabilité. C'est un lieu où l'on peut trouver les meilleurs comme les pires choses. D'ailleurs, j'en profite pour bifurquer vers une autre plateforme, Rule34, appliquant la fameuse loi d'internet comme quoi tout ce qui existe aurait sa version pornographique. Je ne vais pas en parler dans cet iceberg. Je considère que les traumas se trouvent là où on les attend le moins. Et traîner sur DeviantArt n'implique pas les mêmes objectifs que de traîner sur Rule34. Il y a sûrement dû y avoir des accidents, c'est même certain, mais généralement, si tu y vas, c'est pour des raisons précises qui ne concernent pas les mineurs et les âmes sensibles en temps normal. J'aurais pu aborder un chapitre entier sur Rule34, tout comme d'autres plateformes comme Patreon, Newgrounds, Pixiv et autres sites pornographiques assumés, mais je me suis dit que DeviantArt était assez représentatif de mon expérience personnelle. Vous voyez l'idée en gros, je ne vais pas tous les aborder. Bref, pour le prochain sujet, je vais traiter d'une pratique que l'on peut justement beaucoup voir sur DeviantArt, le VOR. La chaîne de Kaforia. Le VOR, de son nom complet voraréphilie, est un fétichisme dans lequel une personne est excitée par l'idée d'être avalée ou d'avaler quelqu'un d'autre. Cela implique en général un personnage, souvent de fiction ou anthropomorphisé, qui engloutit un autre entièrement, de préférence vivant, puis le garde dans son ventre parfois jusqu'à la digestion, voire le rejet par un orifice ou un autre. Ouais, voilà. Le VOR peut être sexuel ou non sexuel, mais il est en général lié à des fantasmes de domination, de contrôle et de régression. Ce fétiche reste purement imaginaire, heureusement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve sous la forme de dessin ou d'animation, vu qu'une pratique réelle serait complètement illégale, et aussi compliquée à pratiquer bien évidemment. Et de toutes les chaînes existantes sur ce thème, j'ai décidé de traiter de celle de Kaforia. Déjà pour son nombre important d'abonnés, de son ancienneté et de l'impact qu'elle a causé à certains d'entre vous. Kaforia débute sa chaîne fin 2006 avec des vidéos amateurs animées sur Flash, très saturées, au son de mauvaise qualité, mais dont le thème reste quoi qu'il arrive le même, la pratique du VOR.
Notez d'ailleurs que ces vidéos ont toutes les commentaires désactivés en raison de la politique YouTube liée à la protection des mineurs. Certaines de ces vidéos ont carrément une limite d'âge. Et malgré tout cela, la chaîne de K4ia attire du monde, prend en notoriété et continue ses activités encore aujourd'hui. Ça veut dire que ça fait plus de 16 ans que cet artiste anime des vidéos sur ce thème. Je ne vais pas passer 1000 ans à vous décrire ce qu'il se passe dans ces vidéos car c'est globalement la même chose, juste que les personnages changent. On peut même voir certaines utilisations de personnages de licences célèbres comme Nintendo ou Sega. En atteste cette jolie vidéo de Amy mangeant Sonic, la vidéo la plus populaire de sa chaîne. Attention, je clarifie, je ne suis pas là pour émettre un jugement ou me moquer de l'artiste en question et de son public. S'il fait partie de cet iceberg, c'est que ce genre de contenu a choqué beaucoup de monde et que je me devais d'en parler. Ça reste une pratique nichée, mais il est vrai que de nombreux enfants peuvent ou sont tombés dessus en vue de son caractère coloré et naïf au premier abord. Il est important de faire de la prévention et de protéger les mineurs sur ce genre de contenu. Fuko in a girl. Voilà, comme ça je ne passe pas 1000 ans à expliquer en détail ce que j'aurais pu vous montrer d'entrée de jeu. Le phénomène Fuko Una Girl ou Fukao no Shoujo est un mème internet qui puise ses origines dans un gif animé japonais, ayant récemment regagné en popularité suite à une chanson du même nom. Tout commence avec Fuko Una Shoujo, traduction fille malchanceuse, une animation en gif créée par l'artiste japonais Vivin Doms. Cette œuvre montre une jeune fille en maillot de bain attachée à une machine, disposée en croix pour ne pas s'échapper, puis écorchée vive par un laser de haut en bas, détachant alors la peau des muscles à vif de cette gamine, tombant au sol et toujours vivante. Diffusée en ligne sur Pixiv en 2012, cette animation en pixel art a rapidement acquis une certaine réputation, marquant le public par sa violence graphique et son ambiance dérangeante et absolument abominable. Je rappelle que c'est une gamine. Mais l'artiste n'en est pas à son coup d'essai. D'autres gifs animés de massacres de petites filles sont présents sur internet, mettant en scène des électrocutions, des empalements ou des pendaisons, de quoi régaler la famille un soir de Noël. Mais le phénomène a connu un regain d'intérêt en 2025 avec la sortie de la chanson Fuko Una Girl par l'artiste américain Stomach Book. Cette chanson assez brutale aborde des thèmes sombres tels que la souffrance et la mort, mais pointée vers les femmes. Les paroles font directement écho au gif initial et à ce qu'il s'y passe. La chanson est malgré tout perçue comme une exploration de la souffrance féminine et de la manière dont elle est perçue et représentée dans notre société. Et cette vidéo, cumulant pas moins de 14 millions de vues en quelques mois, fait naître un regain d'intérêt auprès des jeunes, notamment via des trends TikTok. Et je suis persuadé qu'une grande partie ne savent pas d'où est tirée la chanson et ne soupçonnent même pas toute l'horreur cachée derrière ces gifs animés. D'ailleurs, ils sont disponibles aujourd'hui en re-upload et en HD, à la vue de tous sur YouTube et sans restriction. Pour votre santé mentale, je vous demande de ne pas aller les voir s'il vous plaît. Euphoria. Euphoria. Ouais, ceux qui savent, savent. Mais c'est vraiment pas bien Euphoria. Pas bien du tout. À la base un visual novel, Euphoria est un animé sorti en 2011, classé Hentai 18+, avec des contenus extrêmement violents et explicites. En clair, ça n'est pas recommandé aux spectateurs sensibles ou à tout autre humain de constitution saine en vrai. Alors, pourquoi je parle d'un hentai dans cet iceberg? Tout simplement parce que celui-ci est sorti de la niche dans laquelle il aurait dû rester. Euphoria, par sa nature horrible, a malheureusement dépassé ses frontières pour se retrouver dans de nombreux forums, le faisant passer au statut de mème. Je dis des conneries, mais si par exemple vous tapez sur YouTube les animés les plus dérangeants ou le pire animé à voir en famille, vous pouvez être sûr de tomber sur Euphoria.
Pour l'histoire, des étudiants se réveillent dans une salle blanche et ne se souviennent de rien. Takatu Ketsuke ainsi que 6 filles, dont une professeure d'anglais, sont détenues dans cet étrange endroit. Une voix inconnue leur impose alors un jeu. Pour sortir, Ketsuke doit en quelque sorte souiller ces femmes dans des conditions de plus en plus sadiques. Malheureusement, ils sont tous sous la menace d'un système de contrôle et un refus ou une tentative de rébellion entraîne des conséquences graves comme des punitions, de la torture, voire la mort. Bref, l'anime joue sur les notions de contrôle, consentement forcé, déshumanisation, manipulation mentale, lavage de cerveau et perte d'identité. Un peu comme la franchise Saw, mais pas avec des pièges gore. Enfin, pas que des pièges gore. C'est bien évidemment une horreur à regarder, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et puis l'histoire est nulle à ce qui paraît. Qui a envie de voir des gamines se faire mal physiquement, torturer sexuellement, jouer avec leur déjection ou carrément mourir dans d'atroces souffrances? C'est pour ça que je présente ce hentai en particulier et pas les milliers d'autres qui existent. Euphoria a vraiment causé beaucoup de dégâts car les trolls de l'époque s'en sont donnés à cœur joie pour le partager un maximum comme si c'était un mème mignon d'un chaton qui ronronne. Mais bon, il s'avère que je vous ai menti. Il ne s'agit pas du seul hentai que je vais vous présenter ici. Il y en a un encore plus connu malheureusement. Boku no Pico. Boku no Pico est un anime hentai japonais de 4 OAV sorti entre 2006 et 2007. Controversé depuis sa création, Boku no Pico est souvent cité dans la culture internet comme un mème choquant ou un piège viral auprès des personnes non averties. Autour des années 2008-2015, Boku no Pico est devenu un running gag sur des plateformes comme 4chan, Reddit, YouTube et Discord. Le but était de piéger les internautes naïfs en leur disant que Boku no Pico était le meilleur animé de tous les temps. C'est comme si je t'envoyais un lien en te disant que j'ai trouvé un animé super cool et familial pour au final t'envoyer cette merde. Et si possible, directement les passages problématiques. C'est criminel à ce niveau-là. Boku no Pico est un animé hentai mettant en scène des relations sexuelles entre jeunes garçons prépubères, mais également entre le protagoniste et un autre personnage adulte, ce qui en fait une œuvre hautement problématique, illégale dans de nombreux pays et moralement condamnée par une immense majorité des spectateurs. L'œuvre donne une image fantasmée des relations consenties entre enfants et adultes, et son existence dans le paysage animé soulève de très sérieuses préoccupations éthiques et juridiques. Même dans les communautés hentai, Boku no Pico est considéré comme allant au-delà des limites acceptables. De nombreux sites l'ont retiré ou interdit depuis, et le fait qu'il soit devenu un mème troll a contribué à largement partager des thématiques gravement problématiques comme la banalisation de l'exploitation fictive de mineurs, ce qui est aujourd'hui largement plus critiqué que dans les années 2010. Les mentalités changent heureusement, mais le mal est fait. Derrière l'image trollesque du phénomène se cachent en réalité des milliers de personnes marquées à vie par cet animé. Et tout comme Euphoria, aucun extrait ne vous sera montré ici pour des raisons évidentes. Allez, on s'accroche, dernier effort. Alfred's Playhouse. Alfred's Playhouse, quel sujet compliqué. Assez difficile d'accès, mais une fois à l'intérieur, on se rend compte de la profondeur du terrier de lapin qui nous attend. Et pour ce sujet-là, j'ai été personnellement aidé par un abonné, donc encore une fois, merci à toi pour tes infos précieuses. Emily Yusi est une animatrice indépendante américaine, principalement connue pour sa série animée expérimentale Alfred's Playhouse, mais également pour sa vie personnelle des plus mouvementées. Elle commence sa carrière de dessinatrice sur Newgrounds avec des petites séries animées, dont le fameux Alfred, qui n'était encore qu'un personnage secondaire à l'époque. Elle se fait alors connaître par son talent dans le chant, mais aussi dans l'animation bizarre et dérangeante. Well, maybe if you weren't such a clingy little whiny bitch, you could still be choking on this big black dick right now. Cette femme en question est dérangeante de base. On sent clairement une détresse psychologique qui s'installe petit à petit au cours des années, et ce depuis son adolescence. Vous allez vite comprendre. Elle crée donc Alfred Alfer vers 2006, un chien anthropomorphe confronté à des situations absurdes et troublantes, pouvant mettre n'importe qui mal à l'aise par ses paroles et ses actions. Le style de Alfred's Playhouse est caractérisé par une animation volontairement rudimentaire, des couleurs vives et des transitions cheloues, créant une atmosphère oppressante et horriblement déstabilisante. There's a place you can escape to mentally. We're always silly news is making for a century for the purpose of
Alfred semble constamment en proie à des pensées négatives et à un sentiment d'isolement. Les épisodes reflètent une sorte de rupture entre la réalité et la perception d'Alfred, suggérant des troubles mentaux profonds. On pourrait aisément se dire que l'artiste se projette entièrement sur cette mascotte. Mais sa présence ici ne se cantonne pas qu'à sa série animée. Elle fait aussi des collabs avec d'autres artistes. Oh bah trop bien, c'est qui? Oh, now, Sophie, now don't you dare make another sound, sweetheart. Every sound that you make. Non, vous ne rêvez pas, elle a bien travaillé sur des projets de Screamer Klaus, le mec derrière Where the Dead Go to Die. Et elle tient le rôle d'Alfred dans le 3e chapitre du film. Elle prête également sa voix pour un démon qui chante dans son court-métrage Affection sorti en 2012. Ah, c'est pas magnifique quand deux esprits se rencontrent? Mais si on peut revenir à Alfred's Playhouse, beaucoup de gros indices qui tâchent nous laissent présager de sévères démences chez Emily. Si on veut creuser un peu plus dans sa vie personnelle, elle a été licenciée de son travail en 2016 après avoir publiquement exprimé son soutien à des mouvements alt-right, entraînant par la même occasion la suspension de ses comptes en ligne pour discours politiques haineux. Pour ceux qui ne savent pas, le mouvement alt-right milite pour le suprémacisme blanc, contre le féminisme et le multiculturalisme, relevant également du sexisme, du racisme, de l'homophobie, de la transphobie, de l'antisémitisme, du conspirationnisme et de l'opposition à l'immigration. Ajoutez à cela son passé traumatique à base de violences sexuelles par son père, accompagné de sa fascination pour des dictateurs comme Hitler ou Staline qu'elle voit comme des sauveurs. Et hop, vous obtenez un délicieux cocktail de destruction mentale exprimé à travers sa série animée. Mais la pire œuvre de toutes, la pire, je ne rigole pas, je pense sincèrement que je n'ai pas vu plus horrible que ça de toute ma vie. Et mon Dieu que j'en ai vu des choses. La pire, c'est Eat My Rotten Meat, une vidéo que vous n'allez évidemment pas chercher et que vous n'allez pas regarder, je vous en supplie. Tenez, je vous facilite la tâche. Une ferme, des porcs anthropomorphes, des femmes, de la scarification, des démembrements, des agressions sexuelles, des décapitations, de la scatophilie, le tout sous des chants, des cris et des paroles affreuses, j'ai envie de vomir. J'ai parlé d'Emily Lucy et de ses créations à contre-cœur en réalité. Parce que clairement, j'avais pas trop envie d'apporter de la visibilité à ce personnage. Bon, heureusement, je ne suis qu'une chaîne française pas trop suivie et on est en fin de vidéo. La plupart des spectateurs sont déjà partis et je doute que beaucoup de monde aille fouiller dans ces atrocités. Quoi qu'il en soit, faites attention à ce que vous regardez sur internet. Et si vous en avez, protégez un maximum vos enfants, surtout sur des plateformes que vous pensez safe au demeurant, mais qui relèvent en réalité d'un certain danger si on n'y prête pas attention. C'est parfait, on va pouvoir aborder mon tout dernier sujet de cet putain, pas encore. Ah putain. Fais chier, j'y étais presque. Bon, il me reste un peu de batterie, mais plus beaucoup de temps. Ouais, faut que je trouve un autre endroit pour m'enregistrer. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez quoi? Quitte à être condamné, autant le faire avec beauté, vous ne trouvez pas? J'ai dit que je bouclerais ce dernier sujet, alors je vais boucler ce foutu dernier sujet. Mais pour ceux qui restent encore, je ne peux vous laisser sans une conclusion à cet iceberg. Et il est normal qu'après toutes ces heures passées ensemble, on ait quelques leçons à partager, vous et moi, non? Dans ce cas... Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors merci. Merci d'avoir descendu avec moi dans cet iceberg jusqu'à ses tréfonds, là où la lumière ne passe plus, où l'animation ne fait plus sourire, rigoler ou rêver. Ce voyage n'est pas anodin. Il a été, pour moi comme pour vous, une exploration autant qu'une épreuve.
L'animation, on la résume souvent à un divertissement, à de la magie colorée pour enfants ou à de la nostalgie douce et sucrée comme j'aime à le rappeler. Mais en creusant, on découvre une autre facette de ce médium. Une face obscure, violente, déchirée, cauchemardesque. Et c'est précisément cette face-là qui m'a fasciné, car elle raconte quelque chose. Ses œuvres les plus sombres, les plus dérangeantes, sont souvent aussi les plus honnêtes. Elle parle de traumatisme, de politique, de crise sociétale, de douleur enfouie, de peur que l'on n'ose pas nommer à voix haute. Mais il y a un prix à payer. Certaines images ne s'oublient pas. Certains sons vous hantent encore après le générique de fin. Ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo, ce n'est pas simplement vous choquer ou vous faire plonger dans ce qu'il y a de plus trash dans ce monde. Ce que j'ai voulu, c'est vous montrer à quel point l'animation est un langage. Et comme tout langage, il peut servir à raconter des merveilles, mais aussi à exorciser des cauchemars. Alors oui, explorez, cultivez votre curiosité. Allez voir ces œuvres qu'on cache, qu'on censure ou qu'on juge trop dur. Il y a de l'art, de la sincérité, parfois même du génie dans ce malaise certain. Mais sachez aussi reconnaître vos propres limites. Ça n'est pas un aveu de faiblesse de dire ça n'est pas pour moi. Certains films ou séries sont tout simplement trop violents, trop chargés, trop destructeurs pour être visionnés à un moment vulnérable de votre vie. Et c'est encore plus vrai si vous êtes jeune ou particulièrement sensible. Je ne crois pas qu'il faille tout interdire, ni tout valider. Ce que je crois, c'est qu'il faut regarder en conscience, avec du recul, avec du contexte, avec de la discussion. Car ces œuvres, aussi violentes soient-elles, peuvent aussi être des outils de réflexion, de critique, de catharsis. Mais elles ne doivent jamais devenir un poison qu'on absorbe seul dans son coin, sans en parler à personne. Alors, si vous ressentez un malaise, si certaines œuvres vous affectent plus que prévu, parlez-en à vos amis, à d'autres passionnés et à des gens qui comprennent surtout. Parce que derrière chaque plan animé, aussi dur soit-il, il y a une main humaine. Et derrière chaque spectateur, il y a une sensibilité. L'animation est un art immense. Un art pour tous les âges, tous les esprits, toutes les douleurs. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert des portes, qu'elle vous aura donné envie de découvrir, de comprendre et peut-être qui sait même de créer à votre tour. Après tout, l'animation, c'est du cinéma. Et surtout, j'espère qu'elle vous aura rappelé qu'il est possible de plonger très profondément dans l'horreur animée, tant que l'on sait qu'il est grand temps de remonter à la surface. Il ne me reste plus beaucoup de temps. N'oubliez pas de rembobiner depuis le début. En attendant, chers amis, je vous laisse. N'oubliez jamais de rêver, c'est important. On va pouvoir passer au dernier sujet, à savoir